Voilà, super, merci. Et bonsoir à toutes. Je vais prendre mes petites notes quand même, bien que j'ai pas toujours. Finalement, j'ai oublié de les regarder, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai choisi comment. Enfin, c'est Sarah, bien sûr, qui m'a invitée. Je remercie Sarah de m'avoir invitée sur le groupe Entre nous. Je l'appelle Entre nous, moi, donc j'ai oublié le. Entre nous, Taratami Shpacha, Kofi Alaha. En tout cas, l'idée, c'est que pourquoi on a vu que sur le groupe, énormément de questions reviennent sur les maris insupportables, on va les appeler comme ça, mais enfin, ça ne fait pas très petit, mais c'est-à-dire des maris qui, on voit des femmes en souffrance, en détresse, des femmes qui vivent des quotidiens intolérables, je dirais presque, même carrément l'enfer sur terre. Et en fait, c'est pour ça que Sarah m'a demandé si, à la base, on réfléchissait à un sujet, elle m'a demandé est-ce qu'on pouvait parler des relations toxiques. Et évidemment, j'ai l'occasion d'ailleurs, je ne me suis pas présentée, en consultation d'en traiter pas mal. Et malheureusement, à chaque fois, je m'aperçois de la quantité qu'il y a et je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, c'est vrai. Alors, déjà, je m'appelle donc Myriam Timon, vous l'avez vu, et je suis psychothérapeute et thérapeute de couple. Maintenant, je suis en Israël, mais je consulte partout, au Prachem, grâce à la technologie. Maintenant, pourquoi c'est important d'identifier une relation toxique? D'abord, évidemment, pour pouvoir en sortir, il faut d'abord savoir prendre conscience de là où on est entré, en fait. Est-ce que vraiment, parfois, il y a des vrais problèmes de couple qui ont besoin d'être traités et qui sont possibles d'être traités. Alors, on part du principe à la base qu'on peut tout traiter, qu'on peut tout soigner, qu'on peut tout arranger quand il y a des problèmes de couple, et c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, parce qu'on veut que les couples perdurent, que des enfants naissent et que des familles se construisent en bonne santé, morale, physique et sur tous les plans. Et malheureusement, il arrive qu'il y ait des couples qui sont finalement des relations qui sont, je dirais, qui partent du mauvais pied, qui partent déjà sur une mauvaise base, d'accord? Et c'est à cela que j'aimerais faire référence dans ce cours. C'est vraiment, on va aborder des sujets vraiment délicats, d'accord? On va aborder on va aborder tout ce qui est atypique, hors système, hors, on sort du côté, je sais pas, sauver notre couple, il faut faire des efforts, voilà comment on s'y prend avec un homme, voilà comment on s'y prend avec une femme. Là, on parle de relations toxiques, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, une relation toxique, tout ce qu'on a à faire, c'est sortir en courant. Voilà, c'est-à-dire pratiquement. Je résume évidemment, mais ça veut dire il n'y a pas de solution concrète. C'est pas ah bah si je fais plus d'efforts, ça va marcher, on va le voir. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on croit quand on est dans une relation que ça vient de nous, que c'est notre problème, qu'on doit travailler sur nous, et ainsi de suite. Et en fait, on s'enfonce. Plus on fait ça, plus on s'enfonce. Donc, on va définir d'abord ce que c'est qu'une relation toxique. On va définir les profils, on va dire, dangereux pour soi, qui peuvent nous causer du tort. Et au départ, on ne le voit pas arriver. Vous voyez, quand on voit les questions anonymes posées sur le groupe, sur les groupes de femmes, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, mais attendez, mais c'est pas possible, mais pourquoi elle est rentrée dans cette relation? Mais comment ça se fait qu'elle est là? Mais pourquoi elle vit ça? Et de quel droit il lui fait ça? Et ainsi de suite. Mais en fait, il faut bien comprendre, c'est quand on rentre dans ce genre de relation, on ne le voit pas arriver. À la base, on se dit, bah, ça va, la personne a l'air même parfaite. Parfois, elle a l'air même parfaite d'ailleurs. Elle a l'air plus que parfaite. C'est ça qui est dangereux aussi, qui doit nous allumer des signaux d'alerte rouges, de vraiment très très vifs, d'accord, fluo, ok, parce que quelqu'un qui est plus que parfait, ça n'existe pas. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Donc, quelqu'un qui a l'air parfait, il faut se méfier. Et en fait, je vais vous donner une métaphore pour illustrer ce que je veux vous dire. Vous savez, il y a l'histoire de cette grenouille. Comment une grenouille, bon, nous on ne mange pas de grenouille, d'accord, mais il y a des gens qui en mangent. Comment ils font pour faire, enfin, nous, on ne connaît pas ça, mais pour la petite histoire, pour vous illustrer ça au niveau psychologique, comment ça se passe, quelqu'un qui se fait prendre dans les filets de quelqu'un de nocif pour lui-même, comment il fait? Comment ça se passe et comment c'est possible en fait? Alors, je vais vous prendre cette métaphore, d'accord? On imagine une grenouille. Une grenouille, en fait, apparemment, quand il la cuise vivante. Vous vous dites, mais attends, la grenouille, elle s'est sautée, d'accord? Comment ça se fait qu'elle ne saute pas de la marmite? Et en fait, la grenouille, au départ, l'eau, quand elle rentre dans la marmite d'eau, elle est vivante. Et l'eau, elle est à température ambiante. Donc, elle rentre, pour elle, c'est agréable, c'est son milieu, c'est son environnement, et elle aime l'eau, d'accord? Donc, elle rentre là. Et puis, tout petit à petit, sans même qu'elle en prenne conscience, sans même qu'elle puisse s'en rendre compte, eh bien, la température de l'eau augmente petit à petit, petit à petit. Et au moment où elle sent que ça commence à devenir brûlant, ses membres sont tellement
je dirais, engluée dans l'eau, enfin, prise dans l'eau, qu'elle ne peut déjà plus bouger, il est déjà trop tard. Et là, évidemment, elle est cuite. Qu'est-ce de le dire? Eh bien, c'est exactement la même chose, finalement, au niveau de la relation toxique. Quand on est dans une relation avec quelqu'un de nocif pour soi-même, c'est exactement ce qui se passe. Au départ, on a l'impression que ça peut être, alors, oui, ça peut être le grand amour, mais ça peut être une relation toxique qui a lieu pas seulement dans une relation de couple, c'est très important de le préciser, ça peut être avec une mère, ça peut être avec un père, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec une meilleure amie, ça peut être avec peu importe qui en fait. Évidemment, selon la place qu'il a dans notre environnement, dans notre vie, ça peut être plus facile ou difficile de s'en séparer. D'accord? Ça peut être aussi une relation toxique. Il faut bien faire la différence entre la relation toxique et la personne qui a un profil dangereux pour soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, deux personnes ensemble, qui vont entretenir une relation toxique, alors que quand vous les voyez séparément, c'est des personnes adorables, gentilles, qui ont des bonnes midotes, qui ont des bonnes qualités. Et pourtant, quand ils sont ensemble, on dirait que le côté sombre de chacun remonte à la surface parce qu'ils ont peut-être des blessures de leur enfance, ainsi de suite, et ils n'arrivent pas à créer une relation saine. Ça peut arriver aussi, bien entendu. Et là, ça veut dire qu'il y a une thérapie à faire de chacun, de part et d'autre, pour réussir peut-être à l'arranger. Et ça, j'ai envie de vous dire, on peut peut-être l'arranger. Ce n'est pas du 100%, mais il y a quand même un peu plus d'espoir quand ce sont deux personnes qui sont capables de se remettre en question. Maintenant, dans le cas où on est en face d'un profil, d'accord, toxique, on va définir lesquels, parce que toxique, ça réunit beaucoup de choses. On va définir lesquels. Alors là, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on peut être une personne qui a quand même une certaine, difficile de dire normalité, mais un certain équilibre à la base qui est quand même saine, et ensuite qui se met en contact avec quelqu'un qui l'utilise en fait. C'est comme un peu une proie pour lui. Et là, c'est dangereux. Et là c'est beaucoup plus compliqué parce que l'autre personne en face de nous, en fait, c'est une personne qui ne se remettra pas en question et qui ne fera pas vraiment d'efforts, même si elle le fait croire. D'accord? Donc, tout ça, c'est une introduction pour vous mettre dans ce sujet, j'ai envie de dire, brûlant, que représente la relation, enfin, d'être en relation avec une personne toxique. D'accord? Il faut vraiment comprendre qu'une relation malsaine, ça crée des tensions. Comment on le reconnaît d'abord? C'est une relation qui va créer des tensions psychologiques, émotionnelles, qui agressent et nous fatigue l'organisme. Vraiment, c'est-à-dire qu'on se sent épuisé émotionnellement. Quand elle est régulière, cette relation, donc que ce soit avec un mari, évidemment, c'est régulier. Quand c'est avec des parents aussi, des frères et sœurs, ça peut être voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une famille, carrément toute une famille, polluée malheureusement par la grande sœur, la sœur aînée, qui a un profil narcissique, d'accord? Pas forcément pervers narcissique, d'accord? Il y a aussi le narcissique, le trouble de la personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui ne voit que lui et qui prend tout pour lui et qui ne voit pas les autres. Et c'est étouffant pour tout le monde, d'accord? On va le décrire. Et forcément, c'est épuisant émotionnellement. Mais c'est une sœur, on ne veut pas lui causer du mal, mais on veut aussi se protéger. On n'a pas le choix. C'est une question de survie. Donc, quand elle est régulière, cette relation, le stress qu'elle engendre, même inconsciemment, devient chronique et ses conséquences, évidemment, aussi. En fait, il y a des relations, vous voyez, il faut bien faire la différence. Il y a des relations qui vont au contraire nous dynamiser, nous faire renouveler nos énergies même. On va se sentir plus fort, mieux, bien avec nous-mêmes. Ça va nous aider à réfléchir, à rire, à nous vitaliser, à nous redonner vraiment de la vitalité. Et ça, c'est des relations nourricières, on les appelle comme ça. Et puis, il y a les relations qui nous dévitalisent, qui nous pèsent, qui nous font chuter le moral. Et ça, c'est le corps même qui va. Il faut être très à l'écoute de son corps aussi. Parce que parfois, on ne s'écoute pas. Mais en fait, notre corps nous dit énormément de choses, nous passe énormément de messages. Quand on sent qu'on sort d'une conversation avec une personne et qu'on se sent vidé, d'accord, il faut bien se dire, il faut bien se regarder ce qui s'est, enfin, s'écouter. Qu'est-ce que je ressens d'abord? Pourquoi je suis vidée comme ça? Et remonter un petit peu. Qu'est-ce qui a été dit qui m'a tellement perturbée? Qu'est-ce qui a été dit qui m'a quitté? Est-ce que c'est souvent c'est le cas après une conversation avec cette personne ou après que je suis en relation avec cette personne? Il faut se poser les bonnes questions, d'accord? Maintenant, quand une relation produit toujours le même type de relation physique et négative, évidemment que c'est le moment de se poser des questions. Évidemment qu'il ne faut pas fermer les yeux et qu'il faut regarder ça en face. D'accord? Alors, je vous ai dit qu'il faut distinguer les personnalités toxiques des relations toxiques. Maintenant, une relation, c'est composé de 3 éléments. C'est composé de moi, de l'autre et de ce que nous produisions ensemble. D'accord? C'est comme si on créait quelque chose ensemble. Et ça interagit à deux niveaux. Il y a le conscient et il y a l'inconscient. Au niveau du conscient,
au niveau du conscient, donc, c'est tout ce qui se dit clairement, verbalement. Et tout ce qui est inconscient, ça va être aussi les messages justement corporels, les messages non verbaux, ça va être les regards, ça va être les insinuations. Et là, c'est là aussi où on doit faire attention, c'est-à-dire être éveillé là-dessus parce que les inconscients communiquent. Et on peut tisser une relation toxique, comme je vous ai dit tout à l'heure, sans que nous-mêmes ou l'autre ne soyons toxiques à la base, c'est-à-dire sans qu'on ait une personnalité toxique, sans qu'on soit une personnalité manipulatrice ou narcissique. On n'est pas ça, mais pourtant, quand on est en relation avec certaines personnes, ça va refaire sortir, on va dire, le pire de nous-mêmes, finalement. D'accord? Là aussi, à se méfier. Parfois, il est mieux pour nous de ne pas fréquenter certaines personnes parce que quand on est ensemble, ça passe pas, ça ne se passe pas bien, ça explose, ça hurle, je me sens étouffée, je me sens… Bon, je vais vous l'écrire ensuite. D'accord ouais. Maintenant, voilà, parce que je n'avais pas regardé mes notes, donc je vous ai tout dit. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais… Alors, on va voir maintenant ensuite… Enfin, je vous ai dit une partie. On va voir maintenant, d'accord, des signes très clairs, ok. Parce qu'il y a énormément d'informations quand j'ai préparé ce cours, je me suis dit, mais il y a trop de choses à dire, comment on va faire? Alors, j'ai essayé de synthétiser ça. Évidemment qu'il y a encore énormément à dire. Évidemment qu'en une heure, on ne peut pas tout développer, d'accord, mais je vais vous donner des points à développer, tout simplement, enfin, des points j'ai envie de dire, à noter. Et vous allez, c'est-à-dire si vous regardez ce cours, c'est que quelque part peut-être où vous connaissez des personnes autour de vous, où vous posez des questions, vous êtes peut-être en relation vous-même avec des personnes où vous sentez, vous n'êtes pas sûr, vous avez l'impression que c'est malsain pour vous, ou vous connaissez quelqu'un qui est en relation avec peut-être quelqu'un de malsain, vous ne reconnaissez pas cette personne, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est des points très clairs que lorsque on est en relation avec une personne toxique, clairement, ces points sont là. Ces points se présentent à nous, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, première chose, vous êtes émotionnellement épuisé. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous vous battez tout le temps, toujours, vous, pour que cette relation existe, perdure, se construise. C'est tout le temps c'est pas naturel. Vous ne sentez pas qu'il y a une énergie. Vous savez, normalement, dans une relation saine, il faut vraiment, enfin, c'est un flux d'énergie entre deux personnes. D'accord? C'est, par exemple, c'est un échange. Ça veut dire un jour, on peut parler aussi de choses négatives quand on est en relation. C'est-à-dire on n'est pas toujours positif, parce qu'on s'imagine, ah bah oui, pour être dans la vitalité, il faut qu'on soit hyper positif, mais moi, je ne le suis pas toujours, ainsi de suite. Non, non. On peut être soi-même, on a des coups de mou, ça ne va pas trop, mais on sent que quand on va parler à l'autre, il y a un espèce d'échange. Et puis un jour, c'est elle ou lui qui m'écoute. Et puis l'autre jour, c'est elle ou lui qui m'écoute. Puis un jour, c'est moi qui donne de l'énergie. Puis un autre jour, c'est elle qui me donne de l'énergie. Il y a un flux comme ça. Mais dans une relation où vous sentez que c'est toujours vous qui devez donner des forces, que c'est toujours vous qui devez investir pour que la relation tienne debout, que c'est toujours vous qui devez mettre en fait de l'énergie, et que ça ne se fait pas du tout naturellement, que ça vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts, eh bien, c'est déjà un premier signe. Parce que normalement, quand on est en relation avec une personne, on n'est pas toujours épuisé. D'accord? Il peut arriver des fois que la personne elle-même soit fatiguée ou qu'elle demande beaucoup d'énergie, mais le lendemain, vu qu'elle est, ou le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, ça se passe bien, donc ça y est, ce n'est pas un état de fait, si vous voulez. Vous voyez la différence? Ce n'est pas tout le temps, on n'en peut plus. C'est de temps en temps, la personne a le droit d'être fatiguée, on est tous des humains, c'est normal, elle a le droit d'être même négative à fond. Ok, une fois de temps en temps, mais si c'est tout le temps et que c'est vous qui devez toujours redonner de la vie, de la vigueur à cette relation, eh ben, ce n'est pas normal. D'accord? Ça commence, en tout cas, c'est un signe. Et associé à d'autres signes, vous allez voir que là, vous pourrez vous dire, OK, là, je suis dans une relation toxique. OK? Alors, une autre chose, encore une fois, ça concerne le conjoint, ça peut concerner le conjoint, ça peut concerner des parents, des frères et sœurs, des amis, des collègues de travail, un patron au travail aussi, ça arrive souvent. Voilà, soyez alerte, ça peut être dans toutes sortes de relations. Évidemment qu'on va penser forcément beaucoup plus vite au couple, parce qu'au couple, c'est la relation de notre vie quand même, c'est la personne avec qui on partage notre vie, c'est la personne avec qui on doit j'ai envie de dire, se donner tous les deux et se permettre se permettre de renouveler nos énergies quand même, se donner de l'amour en fait. Et quand ça ne va pas, on ressent très très vite que ça ne va pas.
comment se traduit ce comportement qui fatigue? En fait, comment il se traduit le comportement quand je sens que j'ai plus d'énergie comme ça, à partir du moment où je suis avec la personne, même dans la même pièce, même si on n'est même pas en train de parler, mais et vous allez voir pourquoi aussi, au fur et à mesure des autres signes, pourquoi je suis épuisée? Parce que je dois plaire à l'autre, parce que je dois faire des efforts, ou parce que je dois le remonter, ou parce que je dois lui faire plaisir, ou parce que… Et ça me prend énormément. Donc, mon comportement, ça va être oui, les épaules comme ça, ils relâchent. Elles n'arrivent plus à supporter. Ou je dois tout le temps me battre. Je sens que je suis tout le temps sur un fil comme ça. Je dois faire attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais, à tout ce que je pense même, pour ne pas décevoir l'autre. D'accord? Donc, ce comportement, ça va être énormément de fatigue. Je vais avoir besoin de dormir, je ne vais pas avoir envie de parler avec des gens, je ne vais pas avoir envie de voir des amis, au fur et à mesure. Hein. Comme je vous ai parlé de la grenouille, d'accord? C'est vraiment, ça se fait tout doucement, bien petit à petit, mais vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on ne s'en rend pas compte. C'est ça le drame. Et c'est pour ça que quand on s'en rend compte, on se dit waouh, quand c'est une relation de couple, par exemple, j'ai déjà 3-4 enfants, ça fait 10 ans qu'on est mariés, je sais pas, on s'est engagé, on a acheté une maison, j'en sais rien. On a déjà des responsabilités à deux qu'on partage. Je fais quoi maintenant? C'est ça le drame qui peut se poser et qui est vraiment très, très, très difficile à gérer. C'est je suis dans une situation où je me sens prise au piège, où j'ai l'impression qu'on m'a tissé une toile d'araignée tout autour de moi et je ne peux plus bouger en fait. Je suis prise au piège. Donc, comment je m'en sors? Bon, mais d'abord, on va identifier. Et évidemment, après, il y a comment je m'en sors. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, l'objet d'un autre cours, parce que je vous dis déjà, rien que pour identifier, il y a beaucoup de choses. Deuxième élément qui vous permet d'identifier si vous êtes dans une relation toxique, c'est vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression de devoir quelque part jouer un rôle. Pourquoi? Pour plaire à l'autre. Ça peut être un conjoint qui ne supporte pas certains aspects de votre personnalité et donc vous vous sentez obligé de mettre de côté. Ou des centres d'intérêt, des passions que vraiment, alors ça arrive hein, dans un couple, attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des couples où effectivement on n'a pas les mêmes centres, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, mais on a quelques centres d'intérêt qu'on partage. Mais ce n'est pas parce que je vais aller parler de mon centre d'intérêt que le conjoint il va forcément faire la tête ou m'en vouloir ou se braquer. Il peut m'écouter et me dire bon, écoute, c'est pas trop mon truc, chérie, et on passe à autre chose. Ou je sais pas, il n'est pas dans la tension nerveuse, vous voyez, il n'est pas tendu parce que je vais parler d'autre chose. Non, tandis que dans une relation toxique, on va prendre l'idée du conjoint. Si je commence à parler de quelque chose qui m'intéresse vraiment, disons que j'aime la danse et que mon mari, pas du tout, évidemment, c'est pas son truc la danse, mais même si je lui raconte, je viens d'un cours de danse et je suis toute emballée, oh là là, c'était trop bien et tu sais pas, la prof elle m'a félicité tellement, je sais pas, j'ai fait le grand écart, c'était trop bien. Et que le mari est là, oh, c'est bon, ça ne me saoule pas, là c'est ton truc, lâche-moi. Et il a des mots durs comme ça, c'est très violent. Et c'est pas qu'une fois parce qu'il est fatigué, ça se répète, ça peut se répéter à l'infini, d'accord? C'est la plupart enfin c'est tout le temps, à chaque fois que vous allez aborder le sujet de la danse ou d'autres choses, il va vous rembarrer. Là, enfin il ou elle, hein, d'accord, vous rembarrer, là c'est un signe aussi. Ça veut dire que la personne ne vous accepte pas comme vous êtes, ne vous aime pas comme vous êtes et vous refuse. Et que ça peut vous mettre dans un espèce de détour et d'état d'esprit où vous allez vous obliger à être ce qu'il attend que vous soyez. C'est-à-dire qu'il attend que vous soyez, je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple tout bateau, d'accord, mais il attend que vous soyez à la maison, que vous soyez une bonne mère de famille, que vous soyez une bonne cuisinière, que vous soyez une bonne femme de maison, d'accord, et il attend rien d'autre ne l'intéresse, en tout cas à votre niveau. Et dès que vous dépassez un petit peu, en parlant de la danse, en parlant d'un cours de Torah, en parlant de vos copines, j'en sais rien, en parlant de ce qui vous intéresse, de vos livres, du dernier livre que vous avez lu, là, il vous rembarque complètement. Il montre un visage. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit, les expressions corporelles sont très parlantes. Genre, il lève les yeux au ciel, c'est très vexant, c'est très violent. Ou même en parole, genre, lâche-moi, tu m'as saoulé. Et à chaque fois, là, on a l'impression de ne pas exister. C'est enfermer l'autre. C'est une négation de soi. Et il se trouve souvent que la personne elle-même se pose des questions, se dise est-ce que j'ai le droit en fait d'aimer autre chose que m'occuper de mes enfants, m'occuper de ma maison, m'occuper de ma famille, peut-être que je suis une mauvaise personne parce que je n'ai pas le droit en fait. Alors oui, vous allez me dire ça c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui à la base. Peut-être, c'est vrai qu'au départ, mais aussi il y a une chose à prendre en compte, c'est que quand on se marie jeune, quand on est dans le cadre du mariage, d'accord, quand on est dans le couple, quand on parle de relation couple, et que on est en couple et qu'on s'est marié jeune parce qu'on est pratiquant, parce qu'on veut se marier, on veut construire et tout ça,
c'est même pas une question de confiance en soi, on est en train de se construire, on est à l'aube de la vie, d'accord? Et c'est normal de ne pas encore avoir tout défini dans sa vie, et pas défini encore sa personnalité. Alors, bien sûr qu'il y en a, et de plus en plus maintenant, des jeunes filles de 20 ans qui sont très sûres d'elles et qu'on regarde, on dit waouh, à 40 ans, j'ai passé une assurance, bravo, écoute, c'est bien. Elle a fait du chemin, tant mieux, elle a eu beaucoup de confiance, tant mieux, mais ce n'est pas le cas de toutes les jeunes filles. Et donc, mariée à 20 ans, on se forme un peu par rapport à ce que le mari attend, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il ne nous dit pas, et ainsi de suite. Donc, s'il nous encourage à développer nos capacités, nos talents, notre potentiel, on va le faire. Et puis, s'il ne nous encourage pas et qu'il nous casse même et qu'il nous brise, on va avoir tendance à arrêter ça. On va avoir tendance à ne pas vouloir et à même à se sentir coupable. Et là, justement, on arrive à un autre point, d'accord? C'est le point de la culpabilité. Il est très, très présent dans toutes les relations toxiques, peu importe lesquelles, d'accord? C'est la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est présence complète, entière. Elle est... ouais, ça fait peur. Ouais. Elle est là, elle est présente, elle pollue la vie et on est tout le temps, on se sent, un des signes, c'est de se sentir tout le temps, 100% du temps, j'ai envie de dire, coupable. D'accord? Coupable. On a toujours l'impression qu'on fait mal. Quoi qu'on fasse, on se dit j'ai mal fait, j'aurais pas dû, on se remet en question sans arrêt. Alors, ce qui est très paradoxal aussi, c'est que la personne qui est en face de nous ne se remettra jamais en question, en général, quand on est dans une relation toxique avec quelqu'un de néfaste pour nous. Ouais, quelqu'un néfaste pour nous, eh bien, lui va nous, enfin lui ou elle, encore une fois, je parle au masculin, mais ça peut être aussi, ça peut arriver aussi des femmes qui soient toxiques, enfin qui soient néfastes. Il faudrait que je vous définisse en fait les différents profils, je les fais après, mais peut-être que je devrais faire avant. Et ça peut arriver que les personnes, elles ne se remettent pas du tout en question. Par contre, celle qui est en face va se remettre sans arrêt en question. Elle est toujours en train de se dire peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'aurais mieux faire, peut-être que c'était pas assez bien, peut-être il faut que je fasse autrement. Et donc, elle s'affaiblit. C'est ce qui épuise aussi émotionnellement d'ailleurs. Et c'est ce qui prend énormément d'énergie et c'est ce qui fait qu'on perd énormément d'estime de soi, énormément, et qu'on a de moins en moins confiance en soi. Si déjà notre base elle n'était pas énorme, alors là elle s'effrite totale et on ne retrouve plus du tout de confiance en soi. Alors j'aimerais continuer sur les signes, mais en fait je vais juste faire j'aurais peut-être dû commencer par parce que je voulais le faire avant, mais en vous parlant, je m'aperçois que quand même c'est important de définir d'abord les profils, d'accord, qui peuvent être toxiques pour soi. Et ensuite, on va continuer sur les signes. Vous m'excusez, je vous ai un petit peu, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, d'abord, on a des profils. Quand on rentre avec eux en relation, on est clairement en danger. D'accord? Alors, évidemment, on en entend énormément parler des narcissiques et des pervers narcissiques. Alors, il y en a qui sont controversés, qui disent mais non, mais comment ça se fait qu'avant, j'entends ça très souvent, mais comment ça se fait, comment faisaient nos grands-mères, comment ça se fait, avant ça existait ou pas, parce qu'on n'a jamais entendu parler, puis d'un coup, tous les maris sont pervers narcissiques, mais je ne comprends pas. Alors non, tous les maris ne sont pas pervers narcissiques quand même, mais c'est vrai qu'on est une génération où tout s'ouvre, où tout se dit, et je trouve que ce n'est pas plus mal, où les tabous sont en train de s'effacer et de laisser place à l'expression, d'accord? Et ça, c'est un grand atout pour pouvoir quand même sortir des problèmes. Il faut d'abord parler, ça passe par la communication. Et c'est vrai que ça peut faire peur parce que, encore une fois, on les voit dans les messages anonymes, des femmes qui souffrent terriblement au quotidien et on se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cet enfer? Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Et oui, ça peut exister. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs profils. Alors, les pervers narcissiques, en soi, c'est un sujet. C'est un sujet énorme, on ne va pas s'étaler. Mais un pervers narcissique, en très court, c'est quelqu'un qui va faire attention qu'à lui, mais très important, la différence entre un narcissique, d'accord, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique et quelqu'un qui est pervers narcissique, elle est très simple. La différence, c'est que le narcissique va ne voir que lui, va n'en avoir que pour lui, va chercher à s'intéresser qu'à lui, il ne s'intéressera pas à sa femme, à ses enfants, même à ses collègues de bureau, il n'est là que pour se faire valoir lui, d'accord? Bon, c'est vraiment synthétisé. Hein. Et le pervers narcissique, c'est celui qui est exactement à ce niveau-là pareil, il est égocentrique, il pense qu'à lui, etc. Mais la différence, c'est qu'il cherche à détruire l'autre. Et il prend son plaisir, en quelque sorte, donc c'est pour ça qu'on l'appelle pervers, parce qu'il y a une sorte de perversion, hein, clairement, c'est il sent qu'il existe et qu'il est vivant à partir du moment où il détruit l'autre, d'accord? Il ne se sent pas, ça ne se satisfait pas finalement, ça ne lui suffit pas d'exister
que pour lui-même. Enfin, c'est-à-dire que comme le narcissique, lui, ne veut que se faire valoir, briller en société, briller partout d'ailleurs, il n'y a que lui, il n'y en a que pour lui. Ben, le pervers narcissique aussi, mais ça ne lui suffit pas, si vous voulez. Il a besoin aussi de sentir que sa proie est détruite. Et là, ils se sont existés. Oui, je sais, c'est terrible, c'est dramatique, c'est affreux, mais c'est un fait, d'accord? C'est-à-dire que ça va être le genre de... On va prendre ça comme un homme, mais ça existe chez les femmes aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui va dire à ses enfants, comment ça, tu fais des études? Comment ça, mais toi, mais tu crois vraiment que tu vas y arriver? Mais avec le cerveau que tu as là, tu as un pois chiche à la place du cerveau, mais tu vas tout rater. Voilà, ça, c'est une des réactions. Évidemment, ce n'est pas que ça, et c'est pas que sur ça qu'on va dire que c'est un pervers narcissique. Il y a tout un ensemble d'éléments et de paramètres à prendre en compte. Mais déjà, ce genre de réflexion, vous comprenez bien que c'est destructeur pour un enfant, et c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de sa paternité, qui n'a aucune conscience, ou en fait, si, il a conscience de sa paternité, mais il ne s'en sert que pour le mal. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de construire, il détruit et exactement, il se nourrit de ça un peu à l'instar d'un vampire. Il prend, c'est le vampire, il prend le sang, il aspire le sang pour se nourrir lui-même parce qu'il n'a pas de sang. Et c'est exactement la même chose chez le pervers narcissique. Il prend l'énergie des autres, il s'en nourrit lui-même parce qu'il n'a pas toutes ses qualités. D'ailleurs, il est toujours attiré par des femmes empathiques, à l'écoute, gentilles, avec des grandes qualités, des grandes valeurs morales. Et lui, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'ange et le démon. Pourquoi? Parce que il lui manque ça. Il lui manque ces qualités-là. Et il en a besoin pour exister, parce qu'on en a quand même besoin. Et du coup, il le pompe. Vraiment, il l'aspire, et c'est un aspirateur d'énergie chez l'autre. D'accord? Et il a besoin de détruire l'autre pour exister. Et à l'instar du vampire, quand imaginez, enfin, dans les films de vampires, hein, c'est pas que j'adore les films d'horreur, mais ça représente tellement bien le pervers narcissique qu'en fait, il a besoin du sang de l'autre pour exister. Il se nourrit de ça. Ça veut dire que sans ça, il n'a plus rien. Il n'existe pas. Donc, c'est une question pour lui-même de survie. Donc, bref, très, très douloureux comme sujet. Maintenant, c'est dur pour moi d'en parler froidement, on va dire, parce que je suis en plein dedans au niveau de des femmes que j'accompagne et c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple parce que c'est une souffrance terrible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là pour détruire l'autre. Vous imaginez, et c'est au niveau psychologique, émotionnel. C'est pas au niveau physique parfois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup physique. Et moi, je vous dis honnêtement, ce qui me révolte, c'est que très souvent, on va comment dire, condamner quelqu'un qui a fait du mal physiquement à une autre femme, et, enfin, voilà, un homme qui bat sa femme, tout de suite on condamne, et c'est complètement normal évidemment, mais quelqu'un qui va le maltraiter psychologiquement, une femme, enfin, ou un homme, hein, dans un couple, quoi, qui va maltraiter l'autre, on ne va pas forcément comprendre. Vous savez, toutes les femmes que j'accompagne et qui me disent, mais personne ne comprend rien, tout le monde me dit que mon mari il était extraordinaire. Ben oui, parce qu'en société, il avait l'air d'un ange. C'est ça le pire, c'est qu'il sait manipuler son monde et qu'elle elle faisait la tête devant tout le monde et tout. Ben oui, parce elle était défaite, parce qu'on lui a enlevé toute son âme, en fait, j'ai envie de vous dire. Et donc, elle a, au niveau des, comment dire, de la façade, du vernis social, ben, elle assure pas, mais forcément parce qu'elle est pompée de l'intérieur. Et en fait, on la juge mal. Et c'est pour elle tout le mal, finalement. Et c'est terrible. Enfin, ça fait terriblement mal parce qu'on se dit, mais c'est pas juste, déjà, mais c'est douloureux. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont besoin d'être sauvées. Et j'en viens aussi à une chose importante que je réalise au fur et à mesure, c'est que parfois, vous voyez, quand on est dans enfin, quand je suis thérapeute de couple, d'accord, et quand on aide les couples, j'y viens Sarah, quand on aide des couples, qu'est-ce qu'on veut? On veut aider le couple, on veut qu'ils s'en sortent, on veut que ça marche, on veut, voilà, puis en plus quand on est croyant et quand on est religieux, on se dit, mais il faut que les couples tiennent debout parce que c'est la base de la famille et parce que c'est des enfants qui sont là, qui sont en jeu, il ne faut pas qu'ils souffrent. Effectivement, sauf qu'il y a comment dire, des situations où on ne parle plus là du couple, enfin, c'est-à-dire que là, c'est plus une mitzvah de rapprocher les gens, c'est une mitzvah, malheureusement, dans ces cas-là, d'accord, je parle bien de ces cas-là, hein, ne prenez pas pour quelqu'un qui veut séparer les couples, très shalom, pas du tout, mais dans les couples où il y a narcissisme, où il y a, il y a d'autres profils encore, mais harcèlement, maltraitance, c'est une mitzvah de séparer ces deux personnes, c'est une mitzvah de sauver la personne qui est dans les griffes de celle qui fait du mal, vous comprenez, c'est vraiment ça, c'est une mitzvah, et c'est vrai que c'est très perturbant, déstabilisant, parce que surtout quand on est dans le domaine, on se dit mais non, mais je suis là pour aider. Mais il y a des moments où on est là pour aider, mais pas dans le sens où on croit. Aider, ça veut dire sauver, tirer la personne de là, l'aider à sortir de cette prison, en fait, parce que ce sont des personnes qui emprisonnent totalement
le couple, enfin la personne, la proie. En fait, il faut vraiment voir ça comme un prédateur et une proie. D'accord? Donc ça, c'est pour les narcissiques, c'est, je pense, le pire. Alors, vous me dites, Sarah, comment elles s'en sortent? Je vous dis, il faudra un cours entier pour ça. Mais sortir de ce genre de relation, euh, c'est euh, c'est la Géoula, mais c'est très dur. C'est très compliqué. C'est vraiment, on est prise dans une toile d'araignée. On doit reconstruire des relations parce qu'évidemment, la personne nous a isolés, parce que la personne nous a écartés de notre famille parfois, de tous ceux qui pouvaient nous apporter du bien et croire en nous. Donc en fait, on n'a plus personne sur qui compter. Et on a des enfants parfois, ce sont des femmes qui ont des enfants, mais j'ai envie de dire même des hommes. Hein. J'ai rencontré des hommes qui étaient mariés avec des pervers narcissiques aussi. Hein. Donc c'est pas que les femmes, mais c'est vrai que bon, en majorité, c'est des femmes qui viennent me voir. Donc on va parler au féminin, mais sachez que ça existe dans les deux cas. Donc, ce sont des femmes qui ont dû s'isoler, ce sont des femmes qui n'ont souvent pas de ressources financières parce que là encore, ce sont des hommes qui ont tout bloqué, qui ont tout fermé pour mieux posséder la personne. En fait, là aussi, ce sont des personnes qui vont posséder l'autre. Ce n'est pas de l'amour au sens propre du terme, parce que l'amour, c'est on s'échange, on se donne, on aide chacun à développer les capacités de l'autre. Là, on n'est pas dans ça du tout. On est dans la possession de l'autre. L'autre, c'est une chose. C'est pas une personne, c'est une chose qui m'appartient et elle me doit tout, elle me donne tout. Et donc, je vais l'empêcher même de travailler, je vais l'empêcher de se développer. Et donc, la personne, quand elle réalise, d'abord, première étape, il faut qu'elle réalise. Tant qu'elle n'a pas réalisé, donc elle est tôt, elle l'est. Et en général, le pervers narcissique se débrouille pour pas qu'elle réalise, c'est-à-dire qu'il lui fait le chaud et le froid tout le temps. Eh bien, la personne, quand elle met énormément de temps à réaliser, quand elle commence et qu'elle comprend dans quoi elle s'est mise, elle se dit, je fais quoi? C'est une souffrance terrible parce qu'elle se dit, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne vois pas de solution à mon problème. Et, euh, et c'est très très dur parce que là, elle a besoin de l'aide. Elle a besoin, clairement, elle a besoin qu'on la soutienne, qu'on lui redonne confiance en elle, qu'on lui insuffle de l'énergie puisqu'il est toujours en train d'en prendre, d'accord? Qu'on lui insuffle des forces et qu'on lui montre qu'elle est capable et qu'on croit en elle pour deux, j'ai envie de dire, qu'on lui dise tu es capable de sortir de là et on va te sortir de là et on va t'aider. Il y a des associations qui aident. Noah a osé le dire qui aide déjà. J'ai eu plusieurs fois recours à cette association pour aider des femmes en difficulté. Mais voilà, c'est la seule chose qui peut. Enfin, vraiment, il ne faut pas avoir peur de recourir à des associations. C'est vraiment une traversée du désert. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est très dur. Et une fois qu'on sort des griffes, on commence à revivre. On se dit waouh, j'ai pas vécu pendant toutes ces années, j'ai été étouffée. En fait, j'étais en prison. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une prison psychologique. Il y aura encore évidemment beaucoup à dire, mais on va passer. Enfin, il y a d'autres profils encore qui pourraient être toxiques, même si ce ne sont pas des narcissiques. Parce que c'est vrai que, oui, en France, Noah, osez le dire. Euh, comment je voulais dire? Oui, il y a d'autres profils qui peuvent être aussi très, très, très lourds, pesants à vivre, même si ce ne sont pas des pervers narcissiques ou des narcissiques. Et c'est difficile aussi de sortir, en fait. Ouais, c'est difficile parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle les plaintifs chroniques. Qu'est-ce que c'est que les plaintifs chroniques? C'est aussi des gens qui, leur demande affective est sans fin et on est impuissant, même si on a tendance à le croire, mais on est impuissant à combler ou à faire évoluer. Ça va être une personne qui se victimise souvent, qui va avoir besoin d'un sauveur. Et si on est quelqu'un qui a une âme empathique, à l'écoute, ainsi de suite, on va souvent se faire avoir. C'est-à-dire, on va se faire prendre, on va vouloir aider, on va vouloir tout faire pour sauver cette personne. Mais en fait, on s'aperçoit peut-être rapidement ou pas, que la personne, en fait, ne veut pas de solution. Elle se complaît dans son rôle de victime. Et c'est assez infantile comme réaction. C'est une personne qui souffre, évidemment. Mais ces personnes, elles nous mettent en situation d'échec sans arrêt. Parce que en fait, la personne n'a pas l'état d'esprit pour s'en sortir. Elle ne veut pas vraiment s'en sortir. Elle a trouvé ce moyen pour avoir de la compassion, pour avoir un peu d'empathie, pour avoir de l'attention. C'est son moyen d'attraper en fait l'autre. Et donc, c'est son identité maintenant. Elle ne veut pas en sortir. Et ce qui est très embêtant pour la personne qui est en contact, donc ça peut être encore une fois une amie, ça peut être un frère, une sœur, une mère, un conjoint, c'est on aime cette personne, donc on veut l'aider, et on essaye, et on donne des solutions, et on donne des conseils, et rien ne marche. Donc on a l'impression, ça aussi, émotionnellement, ça épuise. C'est-à-dire qu'on finit la conversation, on est là, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée.
Et pourtant, au début, on était plein d'énergie. Ah bon, tu as ça comme problème, attends, je vais t'aider. Tu sais, il y a eu ça, tiens, je peux te donner cette solution. Et on va avoir plein d'énergie. Et au fur et à mesure, la personne dit non, mais ça marche pas. Mais ça, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Mais ça, mais... Et la personne, elle étouffe. Vous voyez? Donc ça, c'est un profil déjà. Et alors, si on est marié avec un plaintif chronique, j'ai envie de dire, ça aussi, c'est épuisant émotionnellement parce qu'on vit avec une personne qui nous pompe toute la journée. C'est très fatigant. On a aussi des dépendants affectifs. Alors, les dépendants affectifs, c'est des personnes qui ont des blessures, peut-être de leur enfance aussi, et qui réclament constamment des preuves d'amour, qui nous sollicitent pour la moindre décision, qui n'arrivent pas à prendre de décision tout seuls, et qui sont comme des enfants. C'est-à-dire, vous savez, les enfants, quand on n'en peut plus, quand ils s'accrochent à nos jupes comme ça, on les aime, nos enfants, mais à des moments, on a l'impression qu'on ne peut plus respirer, qu'on ne peut plus, quoi, c'est trop. Et en fait, là, ce sont des adultes qui vont avoir exactement le même comportement que ces enfants. Ils s'accrochent à nous, ils nous placent dans une position de parents qu'on n'a pas choisi finalement, et ils font peser sur nos épaules une responsabilité écrasante. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui n'est pas de notre sort en fait. Chacun doit prendre la responsabilité de sa vie, et même si on est marié avec quelqu'un, on est marié, mais chacun a la responsabilité de son être. C'est un peu comme si, voilà, dans le cadre d'un couple, c'est comme si je disais à mon mari, ah bah, tu me prends en charge, et puis moi, en gros, je m'en remets complètement à toi, donc j'ai même une décision toute bête, je ne sais pas si je dois aller au resto avec des copines, ou si je ne sais pas si je dois accepter cette proposition de boulot, ou je sais pas, et je te remets tout dans les mains. Et quand le mari va dire, bon, bah, il va vouloir jouer un rôle gentil, quoi, enfin un peu le sauveur d'ailleurs, bah, attends, je vais faire plutôt ça, bah, quand il va prendre la décision pour la femme, on va dire, et la femme, elle le fait. Je dis, quand ça se passe pas bien, mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Mais je t'ai dit de faire ça parce que tu m'as demandé de prendre la décision, parce que tu n'y arrivais pas, j'ai voulu t'aider, maintenant je ne pouvais pas savoir ce qui allait en découler, et j'ai pensé que c'était la meilleure décision. Et là, la personne, elle vous le fait payer quelque part, vous voyez, non, c'est ta faute, non, et culpabilisation, évidemment. Comme je vous ai dit, la culpabilité revient dans toutes les relations toxiques. Et dès qu'on veut un petit peu s'éloigner et se dire, bon, ok, là j'ai pris une décision pour toi, tu me reproches, bah, tu sais quoi, je ne prendrai plus de décision. Et ben on se sent coupable parce qu'on se dit, mais non, mais cette personne, elle n'est pas capable de se prendre en charge, elle est trop fragile, je ne peux pas la laisser comme ça, je n'ai pas le droit. Et voilà. Et on est dans l'engrenage. Et ça prend aussi énormément d'énergie. On a les personnes conflictuelles, c'est-à-dire que c'est les personnes qui, pour toutes les résolutions de problèmes, vont passer par l'agressivité. Et le conflit, c'est leur mode de fonctionnement. Quoi qu'il arrive, ils vont toujours rentrer en conflit. Il n'y a pas de possibilité de négociation, de compromis, de discussion. Non, c'est le conflit, c'est j'ai raison, t'as tort, automatiquement. C'est épuisant, évidemment. Et bon, on va voir après les signes, mais voilà, je vous fais vite fait les profils pour que vous puissiez après déjà repérer les profils et ensuite repérer les signes d'une relation toxique. Parce qu'en fait, alors, avec cette personne qui est tout le temps agressive, en fait, on se sent tout le temps agressé. Donc, nous aussi, on peut soit rentrer en guerre avec la personne, soit se paralyser, plus vouloir parler, donc se renfermer et se braquer. Et ça, j'en ai vu beaucoup des couples. Il y en a un qui était agressif parce qu'il manquait d'affection, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc il est tout le temps dans l'agressivité. Mais l'autre, finalement, il n'obtiendra rien, en fait, de son conjoint quand il est dans l'agressivité, ça ne peut pas fonctionner. Sainement, puisque l'autre se sent toujours agressé, donc il va agresser en retour parfois, ou alors il va se renfermer parce qu'il est toujours agressé. Et donc on est encore une fois dans un cercle vicieux où on n'arrive plus à sortir tout seul de là, parce que on se dit, l'autre c'est un méchant. Par exemple, celui qui est en demande d'affection, on va se dire, tu vois, il me refuse, et celui qui est toujours agressé va dire, mais je ne peux pas donner d'affection à quelqu'un qui m'agresse. Logique. Donc, on n'arrive plus à se comprendre. Donc là, c'est important. Dans ce cas-là, une thérapie de couple peut s'avérer nécessaire et peut être utile et peut fonctionner parce qu'à partir du moment où on dénoue les choses, déjà on met des mots et on explique le processus dans lequel on est rentré, il y a une tension qui descend et là, la personne qui se braquait se dit, en fait, elle avait besoin d'affection, qu'elle me le demande autrement. Oui, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est en manque. Donc, ça ne va pas. Bon, ça peut arriver que ce soit justement quelqu'un qui est dépendant affectif, qui devient agressif parce qu'il veut l'affection, mais ce n'est pas le demander. Bon, bref. Mais ça, on peut le régler en thérapie. Alors, ensuite, d'accord, donc en gros, je vous ai fait vraiment court. Il y a aussi un autre profil qui peut engendrer des problèmes de relationnels et qui peut être toxique, c'est les hypersensibles. Alors, les hypersensibles, c'est une belle qualité d'être hypersensible parce qu'on ressent tout très fort et que parfois, ça développe beaucoup l'empathie, mais ça oblige l'autre à être sans arrêt sur ses gardes. Tout est sujet à interprétation, à justification, tout est sujet à provoquer un drame. Et on a l'impression de devoir toujours marcher sur des œufs. En fait, à tous ces profils-là, il y a évidemment les points communs qu'on va voir ensemble. Les points communs,
de la relation toxique. C'est-à-dire je sens que je suis dans une relation toxique et dans tous ces profils-là, d'accord? C'est que je sens que je marche sur des œufs, pardon. Je sens que je peux blesser l'autre si je m'exprime d'une certaine façon et pas d'une autre. Je réfléchis à tout ce que je dis avant de le dire parce que je ne sais pas comment ça va être pris. Et je pourrais prendre des remarques, des réflexions, des disputes, des conflits. Donc, je me tais. Donc, je m'enferme. Donc, je n'existe plus. Il faut bien comprendre que quand on ne se sent pas libre de parler, quand on ne se sent pas libre d'être soi, d'accord, automatiquement, on s'étouffe en soi. Et automatiquement, on s'éteint. Combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit comment vous pouvez aider ma fille, comment vous pouvez aider ma soeur, comment vous pouvez aider. Et je sens qu'elle n'est pas là, elle est éteinte. Ça, c'est un signe très clair. C'était une personne pleine de vie, c'est une personne joviale, c'est une personne sociable. Et là, vous ne la voyez plus du tout. Vous ne voyez plus ça en elle. Vous ne voyez plus qu'elle brille, vous ne voyez plus qu'elle se détend, vous ne voyez plus son côté. Elle fait, ça peut venir de là. Autre chose aussi, avec des profils de ce type dont je vous ai parlé, on ne se sent pas en sécurité affective. C'est-à-dire qu'on se sent en danger. Ça peut nous tomber dessus, qu'il y a toujours quelque chose qui peut arriver qu'on n'est pas contrôlé, qu'on n'ait pas vu arriver en fait. Dans une relation saine, quand quelque chose arrive, on le sait, on le prévient même, on dit regarde, j'aimerais te parler, il y a des choses qui me dérangent, ou oui, je suis en colère, tu as raison, c'est vrai, je suis en colère, mais j'ai ça. On parle en fait. Il y a quand même une communication. Dans les relations, j'ai envie de dire, du type malsaine, il n'y a pas de communication. Voilà. Oui, tiens, je te non, je pensais, cette semaine, j'entendais ça. Une personne qui me disait, elle ne me répond pas. Voilà, je lui ai dit non parce que je ne pouvais vraiment pas à une demande, d'accord, à cette personne. Je lui ai dit non. Je lui ai envoyé plein de messages pour expliquer, pour qu'on en parle, pour que… Pas de réponse, l'indifférence, l'ignorance totale. Mais il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que faire ça à quelqu'un. C'est de la maltraitance, ça, c'est de la violence. Parce que quand je ne peux pas, ah oui, il y a un autre point. Quand je ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que je rejette cette personne, ça veut simplement dire que je ne peux pas. Mais la personne, quand elle le prend contre elle-même et qu'elle se ferme et qu'elle ne répond même plus à mes messages, qu'elle ne répond même plus à mes appels, alors que ça peut être une mère, une sœur, un mari, mais je me sens rejetée, c'est très, très, très violent. Et donc, on arrive à un autre point pour identifier la relation toxique, c'est la personne refuse les limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de limites. On se sent obligé de tout accepter. Si on a le malheur de dire non à une demande, on sent que la guerre va se déclarer. Et ça peut être une guerre silencieuse, qui n'est pas moins violente en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri, mais la personne nous ignore. Et le contraire de l'amour, c'est pas la haine comme on attend ça corps, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que là, on se sent transparent. Il n'y a pas pire. Quand on est dans une relation avec une personne qu'on aime, parce que là, je vous parle de relations proches, hein, c'est notre entourage là dont on parle. Et même si c'est un collègue, ça fait mal. Alors, imaginez encore plus si c'est quelqu'un de proche de nous qui s'est braqué et qui ne répond plus à nos messages. Mais c'est terrible. C'est très, très, très difficile à vivre. Donc, tous ces éléments-là, il faut comprendre, voilà ce qui nous définit, enfin, ce qui définit la relation toxique. Je me sens coupable la majorité du temps. Je me sens émotionnellement épuisée la majorité du temps. Je perds de l'estime de moi la majorité du temps, encore une fois. Je ne me sens pas dans une sécurité, c'est-à-dire je sens toujours que je marche sur des œufs et qu'il peut arriver à n'importe quel moment une crise, une réaction démesurée, disproportionnée. Je ne suis pas dans un cadre stable. D'accord ? La personne en face de moi ne respecte pas mes limites. Je n'ai pas le droit de mettre mes limites. Je suis toujours obligée de me plier aux volontés de l'autre. D'accord ? Je ne peux pas faire autrement. C'est la volonté de l'autre qui passe avant la mienne tout le temps. Tout le temps. Il n'y a rien d'autre, je peux envie de vous dire. En fait, je sens concrètement que je n'existe pas. Je sens qu'il n'y a que l'autre qui existe et il n'y a de la place que pour l'autre. Que moi, là-dedans, mes besoins, mes demandes, mes aspirations, mes volontés n'existent pas. On n'a pas de place pour moi. Il n'y a pas de place pour l'écoute. Il n'y a pas de place pour ce que je suis. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui représente une personne finalement ? Si je parle au niveau intériorité, au niveau émotionnel, psychologique, qu'est-ce qui me représente ? Mes aspirations, mes projets, mes volontés. C'est tout ce qui c'est mes talents, mes qualités, ok, mais si je ne peux pas les mettre en valeur, si personne ne les met en valeur et si au contraire on me brise toute la journée, on me casse, ou même si c'est pas, parfois c'est très très insidieux, c'est-à-dire que c'est vicieux dans le sens où c'est pas que la personne me dit clairement on s'en fout de toi ou t'es pas intéressante, c'est qu'on me répond pas, c'est qu'on m'ignore,
c'est qu'on ne fait pas attention, c'est qu'on fait comme si je n'existais pas. Ça aussi, c'est terrible. Ça aussi. Et tout ça, ah oui, une autre chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est, bon, mais ça va, avec ce que je vous ai dit, ça se rajoute juste, encore un élément, c'est on a peur de mal faire, tout le temps. On est pris par la peur de mal faire sans arrêt. D'ailleurs, voilà, Baruch Hashem, je ne pense pas qu'elle nous regarde là, mais j'ai une patiente, Baruch Hashem, son histoire s'est très bien finie, mais elle a passé, je ne vous dis pas, les portes de l'enfer. Elle a vu vraiment l'enfer. Et vous savez, enfin, je vais vous en parler après, mais j'ai un groupe qui s'appelle Des mots sur les mots, on me pose des questions. Et elle me posait une question il y a quelques années. La première question qu'elle m'a posée, et c'est là que je me suis dit, faut que je lui parle. Enfin, je vais répondre à cette question, mais je me suis dit, il faut qu'on rentre en contact. Elle me dit, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de prendre un bain? Est-ce que je dois m'occuper d'abord de mon mari avant de penser à moi? Parce que, voilà, vous comprenez, je suis rentrée, j'ai une journée épuisante, j'ai 4 enfants en bas âge, et je suis partie me faire un bain, j'étais épuisée. Mais au même moment, mon mari est rentré, il m'en a voulu, parce que lui avait mal au dos, et il attendait que je lui fasse un massage et que je m'occupe de lui. Est-ce que j'ai le droit de faire un bain? Elle était dans une relation pas toxique, ultra toxique, avec un mari rempli de pathologies. Et en fait, elle était tout le temps en train de croire qu'elle était la responsable, la coupable. Elle pensait qu'elle n'avait pas le droit de se faire un bain. Donc, si ce genre de questions. Et là, Baruch Hashem, je t'aborde chez moi, elle s'est séparée de lui. Elle s'est remariée avec un homme extraordinaire. Et justement, enfin, la bracha que je lui ai faite, c'est que vous puissiez faire des bains tous les jours de votre vie et vous baigner dans l'amour, Bezrat Hashem. Mais l'idée, c'est que elle se posait la question, vous imaginez, d'arriver à ce stade, de se poser la question, si on a le droit, de se faire un bain. Ça s'est arrêté le Zoom. Mince. Non, ça marche pas. Elle se pose la question de savoir si elle avait le droit, de se faire un bain ou pas. C'est-à-dire, est-ce que lui passe avant ou est-ce que moi je passe avant? Mais en fait, il n'y a pas de je passe avant, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, je me suis occupée des enfants, de nos enfants, à tous les deux en l'occurrence. Donc, je suis fatiguée, je vais me faire mon bain. Et d'abord, je dois me donner à moi-même avant de pouvoir te redonner. D'abord. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'elle se sentait coupable, elle avait l'impression de toujours mal agir, elle avait l'impression de toujours mal faire. Et elle n'arrivait pas à prendre sa place. Mais elle ne voyait pas d'où venait le problème parce qu'il la culpabilisait sans arrêt, mais sans arrêt. Donc, elle n'arrivait pas à exister en fin de compte. Et c'est souvent des relations où on a l'impression que… Alors, comment ça se fait, là encore? Comment ça se fait qu'on reste dans ces relations toxiques alors qu'elles sont si toxiques? Là, comme je vous l'ai décrit, vous vous dites, mais oh, ça saute aux yeux. Alors, je vous ai dit l'histoire de la grenouille, et ainsi de suite, ça explique beaucoup de choses. Oui, mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, très important. C'est que dans ces relations toxiques, en fait, on oublie très facilement. J'ai remarqué d'ailleurs que toutes les personnes que j'ai suivies, que je suis encore, et qui sont avec des personnes qui leur font la vie noire, vraiment, qui leur ruinent pour l'instant leur présent, leur instant présent, et qui leur polluent leur vie, eh bien, elles oublient très, très vite. Très, très vite. Elles ont une capacité d'oubli extraordinaire. Mais ça ne leur sert pas toujours. Alors, bien sûr que l'oubli, parfois, c'est nécessaire à la survie, d'ailleurs, mais la personne oublie très facilement le mal qu'on peut lui faire. Elle n'est pas du tout rancunière. Elle est très empathique. Je vous ai dit, c'est vraiment des personnes qui ont des très grandes qualités morales qui tombent sur des personnes à caractère toxique. Et eux, les personnes qui à profil nocif, en fait, savent les repérer parce que leurs manques, en fait, sont très forts et ils vont s'attacher à des personnes qui sont capables, finalement, de supporter ce qui leur manque et qui sont capables de leur redonner aussi ce qui leur manque, qui sont capables de les nourrir, effectivement. Et donc, l'idée, c'est que, oui, c'est que ce sont des personnes qui oublient, mais qui oublient avec une force vertigineuse, vraiment. Et il y a des personnes, malheureusement, qu'on ne peut même pas aider parce que ce sont des personnes qui se sont, comment on va vous dire ça, qui se sont adaptées à leur vie, suradaptées, je dirais, à leur vie, même si c'est une prison. Et l'image que je prends, voilà, aujourd'hui, j'en parlais avec une qui va sûrement se reconnaître, je lui disais, voilà, en fait, vous êtes dans une prison, d'accord, mais imaginez une cellule, vous êtes dans votre cellule et vous avez compris que ça va être très compliqué d'en sortir parce que vous êtes dans cette cellule et il n'y a que lui qui a les clés et qu'il ne vous laissera pas les prendre et qu'il va vous tirer vers la cellule à chaque fois que vous allez vouloir sortir. Donc, c'est très dur.
Et vous dites, bah, je me suis fait une raison, et vous décorez votre cellule, et vous avez obtenu la permission d'avoir des livres, alors vous mettez des petits livres, vous trouvez des hobbies, vous trouvez des petits films à regarder, et puis voilà. Et puis vous êtes dans la prison. Maintenant, vous savez que dehors, il y a la liberté, il y a les oiseaux qui chantent, il y a encore plein de choses dehors qui vous attendent. Mais vous vous dites, bon, bah là, au moins, je risque rien, je suis au chaud, j'ai un lit, j'ai à manger, et vous optimisez la situation. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est dangereux. Parce que oui, la personne optimise sa situation, mais non, elle s'épanouit pas. Non, elle ne devient pas. Et oui, elle s'étouffe. En fait, elle s'éteint de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais elle ne s'en rend même pas compte parce qu'elle s'est créée une espèce de zone de confort dans cet inconfort, si vous voulez. Et, et c'est très perturbant. Et j'ai des personnes comme ça, justement, j'en ai une en particulier, mais il y en a plusieurs, qui, à partir du moment où j'ai commencé à dire, écoutez, là, vous êtes dans une relation toxique, vraiment, et la personne t'en pleure, et la personne va pleurer en consultation, et plusieurs fois, il va revenir vers moi, voilà ce qu'il m'a fait, voilà. Et là, je dis, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de cette relation parce que la faire évoluer, parfois même, il y a des thérapies de couple qui ont été et qui n'ont jamais abouti parce qu'en fait, la personne elle fait semblant parfois, elle joue un jeu pour dire, bah voilà, tu vois, je l'ai fait, je te montre ma bonne volonté, mais en fait, elle ne le fait pas vraiment. Et du coup, elle ne fait pas un vrai travail intérieur sur elle-même. Du coup, la personne en pleure, oui, j'en peux plus, je souffre terriblement. Et là, que se passe-t-il? Le couple tant que la proie lui échappe. Donc, il va refaire le gentil, le doux, l'adorable mari, et ainsi de suite. Et la personne va me dire, non, mais finalement, ça va mieux. Bon, écoutez, je vous recontacte dans quelques temps. Et là, plus de nouvelles pendant 6 mois. Et puis après, elle revient tous les 6 mois. Mais sur le moment, ça lui fait peur de penser séparation. Ça fait peur et c'est normal parce que, là aussi, point très important, ce sont souvent des personnes qui ont des valeurs très fortes au niveau moral, je vous l'ai dit, mais même au niveau du mariage, on ne divorce pas, on n'a pas le droit de divorcer, par exemple, dans le cadre du mariage. On doit respecter son mari, on doit rester en lien, on doit. Sauf qu'on vit dans une prison. Le mariage n'est pas fait pour être une prison. Le mariage est fait pour être un épanouissement. Le mariage est fait pour qu'on puisse se devenir, être encore la meilleure version de nous-mêmes. Voilà ce que c'est normalement le mariage. C'est pas. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais bon, quand on se marie, ça y est, on a des enfants, on a des responsabilités, on a un travail, on doit payer les prêts immobiliers, on doit payer ci, on doit payer ça. Donc, oui, ben ça, mais c'est pas c'est pas à cause du conjoint. Ça, c'est la vie. D'accord, on doit faire face à toutes les difficultés, mais justement, on doit être deux pour les affronter. On doit se sentir épaulé, on a les difficultés ensemble, mais on se dit, on est main dans la main. Mais quand on est dans une relation toxique, c'est pas ça du tout. On se sent très seul d'ailleurs. On se sent, ah mince, ça, on se sent seul dans notre relation, on ne se sent pas entouré, on se sent perdu. Et on est convaincu que c'est notre faute en plus. Vous imaginez le schéma. Oui, alors je vais répondre aux questions. Je vois qu'il y a plein de questions, je vais y répondre. Voilà, ça a coupé sur Facebook. C'est bon, ça marche là? Ouais. Désolée, je ne dois pas avoir une super connexion aussi là. Donc, je disais, oui, que on se sent très stressé dans la relation parce qu'on n'est pas comprise, on n'existe pas. On est éteint, on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit de devenir, on n'a pas le droit d'être, on n'a pas le droit de mettre en valeur qui on est. On n'a bien souvent pas le droit de parler, on n'a pas le droit de déplaire, on n'a pas le droit de blesser, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'être, quoi. On n'a pas le droit de trop parler. Et par contre, l'autre a le droit, a tous les droits. Ah, Loïc, il a tous les droits. Donc, c'est pas possible en fait. C'est juste un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Et le truc, vraiment, oui, j'ai envie de dire le truc, c'est vraiment si vous connaissez quelqu'un comme ça ou si vous êtes dans cette situation, c'est de vous dire non, ce n'est pas impossible de s'en sortir. Mais oui, ça va demander beaucoup, beaucoup de ressources. Autant, j'ai envie de dire, émotionnelles. Donc, il faut être aidé, il faut demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. On a le droit, d'accord? On a besoin. Et il faut vraiment sauver sa peau, voilà, c'est le mot. Et il faut de l'aide même financière. Donc, on me demande quelle association. C'est l'association Noah a osé le dire en France. Et oui, ça peut provoquer des maladies parce que effectivement, on peut somatiser si on est tout le temps malade. Voilà, j'ai un patient, voilà, dans ce cas-là, c'est un homme, c'est pas une femme. Vous voyez, parce qu'on parle beaucoup, c'est des femmes qui vivent l'enfer. Voilà, j'ai eu un homme qui a développé des maladies sur maladies parce que, en fait, il était avec une femme qui l'ignorait totalement, mais totalement, et qui refusait ses besoins, qui refusait ses demandes.
il avait vécu une vie où il n'existait pas. Il me disait même, j'avais pas de lit, ça veut dire j'avais pas d'armoire. Je mettais mes affaires dans des petits cartons comme ça et elle, je voulais lui laisser toute l'armoire. Je me faisais tout petit, je faisais tous les repas. Enfin, mille signes, et en plus, enfin, oui, 1000 signes qui montraient bien que la relation n'était pas équitable, équilibrée, saine. Et lui, il savait pas ce que c'était le mariage. Moi, il se disait, bah, peut-être c'est comme ça, je dois honorer ma femme, je dois faire ce qu'il faut, je dois. Et en fait, évidemment, il a développé, il a énormément somatisé. Il était tout le temps malade, il avait mal au dos, il développait des choses tout le temps parce qu'en fait, il savait plus comment s'en sortir. Il se sentait tellement impuissant, tellement fragilisé que le corps a pris en fait. Et après, il a fini par développer une énorme, une énorme maladie. Baruch Hashem, il s'en est sorti. Baruch Hashem, il s'est séparé. Je vous dis, dans certains cas, c'est une mitzvah de se séparer. C'est pas une avéra. Je dirais même c'est une avéra, c'est non assistance à personne en danger que de laisser quelqu'un dans un couple où on le détruit en fait. On est obligé de le tirer de là. On est obligé de l'aider quand on aime cette personne. Il n'y a pas le choix parce que cette personne est en train de se faire détruire. Et si vous aviez sous vos yeux quelqu'un qui se fait taper, vous ne le laisserez pas. C'est ça qui me rend dingue des fois parce que j'entends ça en consultation. Mais non, mais en fait, là, j'ai l'impression que ça se calme. Mais non, ça ne se calme pas, ça va recommencer. C'est juste une question de temps. Donc, on ne peut pas se permettre, en fait. Mais c'est vrai aussi que si la personne n'a pas envie de s'en sortir, enfin, elle n'a pas envie parce qu'en fait, elle est prise dans un étau. Elle ne peut pas avoir envie, en réalité. C'est très difficile d'avoir envie. Ce qu'il faut, c'est essayer de générer l'envie chez l'autre. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et ce qu'il faut aussi, une des méthodes très importantes, que j'ai expérimenté, c'est vraiment de donner confiance à la personne. Quand on arrive à donner confiance à la personne qui vit cet enfer, eh bien là, il y a des forces en elle qui se décuplent et là, elle se dit, je suis capable, je peux le faire. Et là, c'est bon. On a ouvert la porte de la prison, vraiment. Mais de lui parler, de lui dire, mais tu ne te rends pas compte, il te fait du mal, ça ne sert pas. C'est comme des leçons de morale pour elle. Ça va pas... Et puis, elle est tellement pétrifiée par la peur qu'elle n'arrivera pas. Par contre, si on me dit qu'il y a une personne formidable, mais rappelle-toi tout ce que tu as fait quand tu étais jeune, et rappelle-toi quel diplôme tu as eu, et rappelle-toi ci, et rappelle-toi ça, et vous l'encouragez, lui donnez de la confiance, de la confiance, de la confiance, vous lui insufflez de l'énergie, en fait. Et bien là, la personne, un jour, elle va se réveiller le matin, elle va se dire, je ne peux plus vivre ça. Voilà, vraiment, j'ai le droit d'exister. Et vraiment, ça, c'est un travail que j'ai fait avec de nombreuses personnes et je vous assure, ça marche. Ça marche. Alors, juste Sarah Berda nous dit qu'il y a aussi en France l'association Lève ta voix du Rav Lemel, qui peut aider aussi. Oui, en Israël, il y a également d'autres associations de prise en charge de violences physiques, conjugales et psychologiques. Donc, encore une fois, je pourrais en parler toutes les nuits tellement il y a des choses à dire, mais je vais vous laisser tranquille quand même. Je voudrais juste finir sur des questions à vous poser. Si vous connaissez des personnes qui sont dans des relations toxiques ou si vous-même vous en êtes, je vais vous poser des questions pour que vous puissiez reconnaître aussi, bon, je vous ai donné des éléments, mais les questions à se poser pour savoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas. En tout cas, si vous répondez oui à ces questions, c'est qu'il est possible que vous soyez dans une relation toxique. Alors, avez-vous, c'est des questions très simples, hein, d'accord, dans votre couple ou, encore une fois, ça peut être une relation mère-fille, bon là, je vous ai pas, on a parlé du couple parce qu'on est quand même sur un groupe de femmes où ça parle beaucoup de couple, hein, le groupe s'appelle Entre nous, Taratan Mishpacha, couple et Alaha, donc on est en plein dedans, mais encore une fois, ça peut s'apparenter à d'autres relations. Alors, vous sentez-vous dévalorisé et critiqué? C'est la première question. Posez-vous cette question. Deuxièmement, avez-vous l'impression d'être enfermé dans votre couple et de ne pas pouvoir sortir de cette prison? Avez-vous l'impression d'être vraiment emprisonné? Avez-vous peur de contrarier, voire de blesser votre mari ou votre femme? Moi, il n'y a que des femmes, donc votre mari, si vous êtes vous-même, si vous permettez d'être vous, d'être vraiment, genre la personne que vous êtes avant de vous marier, est-ce que vous avez l'impression de contrarier ou de blesser l'autre? Est-ce que, sans vous l'avouer, vous espérez que celui qui partage votre vie finisse par changer? Alors, vous allez me dire, mais non, mais on est toutes comme ça, on a toute une part d'espoir parce qu'il y a toujours plein de défauts chez le mari. Donc, oui, c'est vrai, il y a souvent des choses qu'on aimerait voir changer. Mais là, est-ce que vous sentez que c'est vraiment pratiquement toute la personne que vous aimeriez voir changer? Autre question, est-ce que vous êtes soulagé quand il n'est pas là, quand il n'est pas présent, même physiquement, quand vous vous retrouvez seul, est-ce que vous vous sentez soulagé?
Parce que normalement, quand on est en couple et qu'on aime son conjoint et qu'on a une relation saine, on aime être en présence de l'autre. On recherche la présence de l'autre. Si on ne la recherche pas, si au contraire on a besoin d'être seul, mais trop souvent, on va dire, on peut de temps en temps avoir besoin d'être seul, surtout quand on est maman, qu'on a une famille, qu'on a un travail, des fois on a besoin d'air. Mais c'est différent, vous voyez. Je veux dire, quand on a besoin d'être seul de son mari, d'accord, que genre, donne-moi de l'air, j'en peux plus, j'étouffe, d'accord. Quand aussi on a besoin de demander la permission pour chaque chose. On a vraiment, on a l'impression qu'on a les mains liées, que rien n'est fluide, rien n'est souple, tout est extrêmement rigide et dur. Bien là, il est fort probable que vous soyez dans une relation toxique, évidemment, chose que je ne souhaite à personne. Alors, comment on s'en sort après? J'ai quitté ça, il faut le faire, Dieu aide. La bascule à faire, c'est d'admettre qu'on s'est trompé sur l'autre. Exactement. On croyait qu'il nous aime, mais il faut accepter que ce n'est pas l'amour. Oui, chose très, très importante. C'est que très souvent, on va se tromper, on va penser que d'être avec cette personne, pourquoi on rentre aussi dans cette relation? Parce qu'on s'est senti très aimé, très entouré, affectivement, parce que la personne en général sait donner ce sentiment-là à l'autre, et elle va remplir peut-être un vide qu'on avait déjà nous-mêmes, affectivement. On n'avait pas assez confiance en nous, on n'avait pas assez d'estime de nous, on ne croyait pas en nous, et l'autre nous a peut-être donné cette sensation. La sensation aussi d'être un sauveur, quand je vous parlais des plaintifs chroniques, au départ, on s'est senti être un sauveur, on s'est dit, oh, il a des problèmes et moi, je saurais l'aider, je saurais le sauver, je saurais faire quelque chose pour lui, je saurais… Et en fait, se dire, d'ailleurs, j'ai une personne comme ça que je suis et qui me disait, j'arrête pas de pleurer, bon, elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas très sain, d'accord, mais elle me disait, je n'arrête pas de pleurer. Et en fait, quand on a creusé, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'elle pleurait beaucoup plus parce qu'elle pensait qu'elle aurait dû, elle, sauver cette personne. Elle pensait que c'était elle la responsable de son, pas de son mal-être, mais genre, oui, il était mal, je savais qu'il était mal, mais moi, je suis rentrée dans sa vie en me disant, j'ai la capacité de le sauver parce que je suis quelqu'un d'équilibré, je suis quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour dans ma vie, je peux le sauver. Et le fait de m'apercevoir que je ne peux pas, ça me détruit totalement. En fait, je perds estime de moi parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui aurais dû le sauver. Et ça, c'est évidemment une croyance erronée. On ne doit sauver personne. Alors, c'est paradoxal avec ce que je vous ai dit. On doit aider. Alors, oui, on doit aider, mais pas sauver. C'est très différent. Aider, c'est quand quelqu'un est déjà dans une sorte de, quand même, de prise de conscience minimum. C'est aider, ça veut dire répondre à un besoin. Sauver, c'est sauver quelqu'un avant même qu'il ait demandé finalement. C'est le devancer, c'est faire tout pour lui, c'est le porter sur nos épaules totalement, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Et on ne peut pas sauver quelqu'un, on doit l'aider à se sauver. Mais, enfin, l'aider à se sauver lui-même, on va dire, de ses problèmes. Mais on ne peut pas prendre la responsabilité de sa vie à sa place. Et c'est très, très subtil comme nuance, mais effectivement, on doit réaliser qu'on s'est trompé. L'autre ne nous aimait pas vraiment. Alors aussi, je vous ai parlé de possessivité, d'exclusivité, c'est-à-dire que l'autre nous donne la sensation au départ qu'on est vivant parce qu'il nous dit, en gros, je ne peux pas vivre sans toi. Et nous, on se dit, ah, ben enfin, quelqu'un pour qui je représente quelque chose. Comment on dit, c'est énergisant au départ. C'est revivifiant. On se dit, ah, je vaux quelque chose, j'existe. Mais en fait, malheureusement, on n'existe pas vraiment. On existe en tant que chose, en tant qu'objet. On a été instrumentalisé. On n'est pas un être humain à part entière. On est une chose. Et c'est bien pour cela qu'une chose, qu'est-ce qui représente une chose, un instrument? Il est défini par une seule faculté, en général. Et puis, à partir du moment où il s'arrête d'être ça et qu'il est autre chose, on ne supporte pas. D'accord? On a décidé, quand on achète un objet, n'importe lequel, un agenda, un stylo, voilà, un stylo. Voilà. Je prends un stylo d'un main, ok? Je l'achète, je me dis, celui-là, il va m'aider à écrire, ok? Mais je refuse qu'il fasse autre chose. Moi, j'en ai besoin, mon utilité, c'est qu'il sache écrire. Mais s'il il chante ou quoi, ça ne m'intéresse pas, je l'éteins, je ne veux pas qu'il chante. Moi, j'ai besoin d'écrire avec ça. Eh bien, c'est un peu ça l'histoire de la relation toxique. C'est que la personne, c'est comme un prédateur, elle a pris sa proie, donc en l'occurrence là, le stylo, et elle dit, je veux rentrer en contact avec cette personne pour qu'elle soit ce dont j'ai besoin. Elle soit l'instrument de mon besoin à moi. Mais toute sa personnalité à elle, je m'en fiche en fait. J'en ai pas, ce que je n'ai pas besoin dans sa personnalité, je le jette, je repousse, j'en ai pas besoin. D'accord? C'est ça l'idée. Donc en fait, je suis réduit à un état d'objet, pas à un état d'être. D'accord? Et à partir de ce moment-là, il faut que je réalise que l'amour, n'est pas ça. L'amour, c'est je dois être aimée dans tout ce que je suis. Alors, bien sûr, il y a des petits côtés de ma personnalité, mes petits défauts que mon conjoint a le droit de ne pas trop apprécier, évidemment.
évidemment, mais il n'est pas dans le rejet, il n'est pas dans le refus, il n'est pas dans la négation de tout mon être parce que je suis autre chose que ce qu'il a peut-être cru. D'ailleurs, il y a cette phase au début du mariage, après quelques années, après la phase d'une de miel, il y a cette phase où, effectivement, on est dans la désillusion. C'est-à-dire qu'on comprend qu'en fait, on n'est pas parfait ni l'un ni l'autre et qu'on a des défauts et qu'on n'a pas forcément tout le temps la même façon de voir. Et il y a une sorte de diffusion qui se produit. On sort de la fusion et là, c'est le passage à vide, c'est le passage difficile où on se dit mais en fait, il est hyper différent de moi, mais en fait, il ne pense pas comme moi, mais est-ce que je peux rester avec cette personne? Et là, c'est la construction véritable et c'est notre capacité à nous adapter, notre capacité surtout à voir la différence et à l'accepter de l'autre qui va faire la réussite de cette relation. Mais il arrive qu'à ce stade-là de la relation, eh bien, il y en a un des deux qui va dire non, 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 moi, je refuse que l'autre ne pense pas comme moi, c'est où il pense comme moi, ou rien du tout, en fait. Il n'y a pas d'autre. C'est mes règles du jeu et ce n'est pas les siennes. Et c'est comme moi j'ai décidé et ce n'est pas comme l'autre a décidé. Et l'autre se sentant en danger parce qu'il dit mais je ne veux pas me séparer, mais comment ça? Mais alors je vais faire comme, je vais m'adapter à l'autre et je vais me suradapter. Et donc on assiste à un qui prend toute la place et l'autre qui s'éteint totalement. D'accord? Donc il n'y a que, donc, je sais pas, je vous prends David et Déborah, deux prénoms d'un couple, d'accord? Eh bien, il n'y a plus David et Déborah, donc on va dire si ça devient un couple, il y a un peu de David, un peu de Déborah, il n'y a que du David, par exemple, ou il n'y a que du Déborah. Non, ça, c'est pas bon. Un couple sain, il y a un peu des deux, et c'est comme ça qu'on crée une nouveauté, qu'on crée quelque chose, qu'on réalise des choses ensemble. Mais s'il n'y a que David, ben, il n'y a que David qui prend la place, voilà, il s'étale. Qu'est-ce qu'elle devient, Déborah? Elle est obligée de se faire toute petite. Non, ce n'est pas une vie et ça devient l'enfer. Voilà. Je sais, je vais donner plein d'informations, mais je vous dis, je pourrais en parler toute la nuit tellement c'est un sujet d'abord qui me prend à cœur. Et c'est incroyable d'ailleurs que Sarah, enfin je me dis, je gaffe, je sais pas, mais Sarah m'a proposé, au départ on avait pensé à un autre titre, et puis elle m'a proposé, après il y a eu des questions sur le groupe, elle m'a dit, bon, vous ne pensez pas, est-ce que vous pourriez faire sur les relations toxiques? Et juste cette semaine-là, j'avais peut-être, je ne vais pas dire la moitié de mes consultations, mais un bon quart de mes consultations, ce qui est quand même énorme, des personnes qui ne consultaient que pour des relations toxiques. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'était étrange comme ça. Et pourquoi? Enfin, personnellement, je me sens très, très touchée par ce sujet. Peut-être parce que c'est en rapport avec la psychologie et le côté on éteint quelqu'un, mais aussi parce que finalement, ce sont des blessures qu'on ne voit pas avec les yeux, ce sont des blessures invisibles, c'est violent émotionnellement, c'est violent psychologiquement, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est pour ça que c'est choquant en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le domaine de la thérapie, tout ça, on voit les choses très clairement. Moi, quand je vois quelqu'un qui est maltraité psychologiquement, je le vois comme s'il était tapé en fait. Je vois ces bleus à l'âme. Vraiment, c'est ça. J'ai l'impression de les voir. Ces blessures, ces échymoses, ces douleurs, je les vois. Comme je vous vois, je les vois. Et donc, quand je vois des gens qui souffrent comme ça me révolte profondément. Et quand je vois d'autres qui ne comprennent pas cette souffrance, ils peuvent, tant mieux d'un côté, parce que ça veut dire que pas tout le monde est dans des relations toxiques, et tant mieux, c'est bon signe. Mais qui négligent cette souffrance quelque part, ça me fait mal, parce que je me dis, en fait, on n'a pas les yeux pour voir forcément les blessures à l'âme, et ouvrons nos yeux, parce qu'on peut aider. Exactement comme on aurait une voisine qu'on entendrait se faire battre à côté de chez nous, bah, on irait l'aider, on irait appeler la police, on ferait quelque chose. Bah, si vous voyez quelqu'un qui souffre dans une relation, donnez-lui confiance en elle, parlez-lui. C'est pas grave si elle veut pas pour l'instant sortir de là. C'est tout un cheminement, c'est tout un processus. Et peut-être qu'avec des paroles d'encouragement, des sourires, des paroles qui nous montrent que vous croyez en elle, eh bien, vous allez en tout cas la motiver à sortir de cette relation. Ah ben, je suis contente que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, le cours a été enregistré cette fois, parce que les pensées positives ne l'ont pas été. Et bon, c'est dommage, mais on en refera un. Bezrat Hachem. Pour celles qui ne connaissent pas mon groupe Des mots sur les mots, alors voilà, je vous en parle. On me pose des questions en privé sur le groupe qui concernent le couple, l'éducation, l'épanouissement personnel, et j'y réponds en privé sur le groupe. J'enverrai le numéro à Sarah et celles qui veulent peuvent rejoindre avec plaisir. Et je mets aussi tous les cours que je fais, je mets les liens. J'ai aussi une chaîne YouTube Myriam Psycho. Vous tapez Myriam Psycho, vous trouvez toutes sortes de cours sur la psychologie, forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai un blog aussi, bien-être-pour-tous.com. Voilà, où aussi il y a des articles et des vidéos. Voilà. Après, c'est le paradis. Exactement. Après, c'est la belle vie. Quand on n'y croyait plus, eh ben, sachez que oui, ça existe. Le paradis existe, la belle vie, la liberté en tout cas, existe. Exactement.
Merci à Sarah voilà, d'être sensible aussi au sujet, de se débattre avec toutes les questions qu'elle reçoit et qui sont très perturbantes, et de trouver des solutions et de se mettre en contact avec des associations et des professionnels pour aider ces femmes. Vraiment bravo. Il faut que chacune d'entre nous, on a une responsabilité, j'ai envie de vous dire, merci Emmanuel, on a une responsabilité les unes vis-à-vis des autres à s'entraider et à repérer même si nous, on n'est pas dans une relation toxique, à prêter notre oreille, à être là, à être présente et à encourager. Vous savez combien il y a de gens qui m'ont tourné des personnes et ça les a vraiment sauvés. Ça veut dire que le simple fait d'aller dire, voilà, cette personne a besoin d'aide, venez, ben, on ne pouvait pas savoir. Ça peut dénouer des situations très compliquées. Voilà. Le lien en commentaire. Alors, le truc, comment je peux faire? Il faut que j'aille le copier, en fait. Je le fais après le cours. Après le cours, je vais en dessous le cours et non. Je pense que je peux, parce que là, je ne peux pas le faire, c'est de mon téléphone. Je mettrai le lien du groupe en dessous le cours. Voilà, je ferai ça. Zrat Hachem. Simcha. Bien sûr, Simcha. Je suis très contente que tu sois là et j'espère que ça t'a apporté. Oui, ça m'a apporté parce que j'ai traversé tout ça pendant 20 ans. 20 ans, c'est énorme, 20 ans, énorme. Et maintenant, c'est le paradis. Enfin, ouais. Faut encore gérer la relation toxique, mais de loin, c'est moins pire. C'est ça. Ouais, voilà, parce qu'après, quand il y a des enfants au milieu, évidemment, c'est encore compliqué. Il va essayer d'avoir une emprise avec l'enfant, sur l'enfant, à travers l'enfant. C'est très dur, mais c'est toujours... Est-ce qu'on peut se reconstruire après? Comment faire? Bien sûr, on peut se reconstruire et comment, évidemment, mais comment? Voilà, c'est un long processus, un vrai cheminement intérieur. Ça va demander beaucoup d'efforts sur soi-même, dans le sens où on va devoir travailler sur l'autonomie affective et comment on va dire ça? Autonomie tout court, c'est-à-dire de se dire je suis capable d'affronter la vie, moi. Parce que ça, ce sont des personnes qui, les personnes à profil toxique, là, ce sont des personnes qui vont nous faire croire qu'on n'est pas capable de vivre, qu'on n'est pas capable de se sortir et qu'on n'est pas capable d'assumer. Et on va y croire parfois. Oui. C'est vrai, je ne suis pas capable, donc on reste dans la prison. C'est un moyen de nous tenir en prison. Mais même quand on sort de la relation, c'est-à-dire physiquement, on n'est plus avec la personne, eh bien, on peut encore être emprisonné dans notre esprit. C'est ça le pire. Il y a des phrases qui reviennent. Combien de patientes me disent j'entends sa voix quand je suis en train de cuisiner, quoi, et qui me disait que c'était pas bon. Et ben, je suis là, je me dis non, je vais rater. Et évidemment, quand je dis je vais rater, ben, je rate. Enfin, c'est souvent comme ça. Mais l'idée, c'est de se déconditionner. D'accord? Et ça prend du temps. Et il faut un travail thérapeutique, un accompagnement thérapeutique pour redevenir ce qu'on a été avant et redevenir qui on est vraiment. Et c'est vrai que c'est un cheminement, mais on peut le faire. Et je vous dis, voilà, cette semaine, non, pas cette semaine, je suis en contact, mais pas cette semaine, il y a quelques temps, j'ai assisté au mariage d'une femme qui a vécu l'enfer sur Terre. Et j'étais témoin, je l'ai suivi tout le processus. Je peux vous dire que c'était l'enfer. Et Baruch Hashem, elle a fait l'après, c'est-à-dire qu'après cette séquence, il y avait déjà le moment avec lui, il y a le moment après lui, il y a le moment de reconstruction, il y a des enfants, il y a plein de choses. Et elle me dit, j'ai peur, je crois que j'y arriverai jamais, je crois que j'y arriverai pas, je crois que j'y arriverai pas. Elle a travaillé dur. Et je vous assure, maintenant, Baruch Hashem, elle s'est remariée et c'est une nouvelle vie qui commence. Ça y est, ça recommence. Ça revit, ça reprend. Donc, ça redonne espoir énorme. On se dit, alors, surtout pour nous les thérapeutes, on se dit, ouf, ça veut dire qu'il y a une force. Pas toujours ça prend combien de temps à peu près? Enfin, une fourchette. Au cas par cas. Dans le cas de cette personne, c'est 2 ans et demi après qu'elle s'est remariée au prochain. Donc c'est assez court dans ce cas, parce qu'il y en a, ça met plus de temps. Mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Elle a fait un énorme travail et je vous dis que c'était vraiment pas simple. Elle se sentait très très seule. Elle avait l'impression qu'elle n'y arriverait jamais. Et Baruch Hashem, elle y est arrivée. Il faudrait des personnes qui en sont sorties, qui témoignent aussi aux femmes. Ça ferait beaucoup de bien aux femmes qui sont encore dedans ou qui sont en processus. Ça les aiderait. Vraiment voilà, nécessaire. Alors, je vous mets le numéro du groupe si vous voulez le rejoindre. Je remettrai, évidemment, la vidéo à l'enregistrer, je vous le remettrai sur le groupe. Et n'hésitez pas à partager. Ça peut aider les personnes ça peut donner des repères pour déjà reconnaître la relation. Parce que je vous dis, déjà, les repères,
Des fois, on ne les reconnaît pas et on se dit, mais non, je dois me battre pour le mariage. Combien de fois j'entends ça? Non, c'est moi qui ai un problème, il faut que je m'arrange, il a peut-être raison, et donc c'est moi le problème, et donc je dois rester. Et en fait, on se détruit, on se détruit, on se détruit. Et plus ça prend du temps, plus la reconstruction est difficile, évidemment. Moins je reste avec une personne nocive, moins... c'est vraiment comme manger un champignon toxique. Et ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que plus il reste dans notre corps et plus on en mange, plus notre corps il s'abîme. Alors après, évidemment, on peut le soigner, on reprend des choses, on refait du sport, mais le corps a été quand même endommagé, abîmé, et il va falloir du temps pour remettre d'aplomb. Vous voyez donc, faut du temps, faut du temps, et il faut de l'accompagnement, et y croire. Il faut y croire. Voilà, je vous dis, je pourrais vous en parler toute la nuit, mais on va s'arrêter là. Je crois que on refera certainement d'autres voilà, d'autres cours sur le sujet, mais parce que ça mérite. Et je vous souhaite vraiment à toute base, la Haraba, que Bezrat Hachem, on n'ait personne à connaître ce genre de choses, qu'on puisse toutes vivre épanouies, heureuses, de pouvoir voilà, exploiter notre potentiel et le mettre, Bezrat Hachem, en avant, et de potentialiser tout ce qu'on est, Bezrat Hachem. Voilà, je vous dis à très bientôt. Mais très rattaché normalement Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, je donne un cours. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Merci.